Merci beaucoup. L'occasion que les administrateurs de ce panel m'ont donné pour intervenir sur le plan politique, à savoir des informations sur notre pays, des informations sociopolitiques auxquelles nous devons répondre. Ce qui est normal et républicain. Nous devons répondre aux informations liées à notre nation. Donc, encore une fois, merci pour les administrateurs du panel état-major de la vérité. Et bonjour et bonsoir à mes chers panélistes, où que vous vous trouviez. Merci. Comment des partis politiques légalement créés et qui ont des ambitions pour leur pays peuvent s'effacer de la scène politique? Ce n'est pas possible. Quels sont ceux qui colportent ces informations selon lesquelles ils souhaiteraient que les partis politiques s'effacent de la scène politique togolaise pour donner la place à quoi et à qui? En tout cas, moi, je m'interroge par rapport à ceux qui sont les promoteurs de ce deal qui ne dit pas son nom secret. Parce que un parti politique est créé pour gérer ses activités afin de conquérir le pouvoir. Et donc, nul n'a le droit de demander à un parti politique de s'effacer sur la scène politique, justement parce que les partis politiques sont créés à cet effet. C'est leur boulot. Même si par rapport au cas du Togo, notre pays que nous aimons bien, il y a eu des déboires par rapport aux partis politiques, c'est-à-dire que les partis politiques n'arrivent pas à opérer le changement qu'ils souhaitent tant. Ce n'est pas une raison pour laquelle il faut demander leur départ ou bien leur mise en quarantaine. Ce serait drastique et dommageable pour le pays. D'autant plus qu'on ne connaît pas la suite, c'est-à-dire on ne sait pas ceux qui vont remplacer ces partis politiques quand ils vont faire défection. Qu'est-ce qu'on veut pour le peuple? Nous nous rappelons que au temps de la conférence nationale togolaise, au moment de la conférence nationale togolaise, les Togolaises et les Togolais ont lutté pour
l'avènement du multipartisme. Demander aujourd'hui aux partis politiques de s'effacer, je crois que c'est vouloir retourner au monopartisme qui ne ferait que du bien pour le parti au pouvoir, c'est-à-dire le régime RPT uni qui régente le Togo depuis près de 60 ans. Et ce n'est pas normal. Comment des chefs de partis politiques peuvent demander la mise en veilleuse de leur propre parti si vous n'avez pas la capacité de gérer vos partis, si vous n'avez pas des éléments, des partisans, des militants pour travailler au sein de votre parti et labourer le terrain politique pour vous, vous ne pouvez pas pour cela demander aux autres partis qui ont ces moyens de taire, de mettre en veilleuse, de finir avec le travail qu'ils font sur le terrain. Ça, ce n'est pas possible. Je ne peux pas être comptable, je ne peux pas, en tant que personnalité de la vie politique du Togo, être comptable de cette aberration que les gens colportent. Ce n'est pas normal, surtout que le coup vient de l'opposition elle-même. Comment un opposant peut demander qu'on mette fin aux partis politiques? Ce n'est pas sérieux. Et pourquoi? Et pourquoi? Pour quelle raison? Et pour quelle utilité? Moi, je ne vois pas la raison qui peut motiver une telle demande, une telle pression, une telle motivation. Qu'on m'explique. Qui a gagné l'élection présidentielle de février 2020? Moi, je serai sans langue de bois, comme vous le dites, clair avec vous pour dire que il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de vainqueur pour cette élection. Et pour raison, et pour cause que je vais dire, que je vais énumérer. La chanson du parti au pouvoir qui a toujours ballotté ces espions que je veux nommer ici, c'est-à-dire les équipes de corporation et de traitement des résultats issus des élections, à savoir la CENI qui supervise les élections et la Cour constitutionnelle qui entérine les résultats de la CENI. Ces institutions, ces deux institutions ne sont pas crédibles aux yeux des Togolais pour dire que le président actuel, c'est-à-dire Faure Gnassingbé, a gagné les élections de 2020. Ce n'est pas possible, puisque le parti qu'il gère, le RPT uni, ne peut pas, en l'état actuel des choses, où ce parti est dévoyé par la majorité des Togolais, dire que ce parti a gagné une élection présidentielle au Togo, ce n'est pas possible. Mais les institutions ont proclamé M. Faure vainqueur. Ainsi, nous l'appelons un président de fait, parce que c'est un fait accompli, comme toujours au temps de son père. Depuis 2018, on a toujours assisté à ce genre
de proclamation d'un élu qui n'en est pas un. Ça, c'est la première tendance. La deuxième tendance se veut celle qui voulait consacrer M. Agbéimo Kandjo comme étant le vainqueur de cette élection. Pourquoi M. Agbéimo Kandjo et le parti ou bien le regroupement de partis ou associations qui l'ont monté disent que c'est lui qui a gagné les élections? C'est parce que, et ça répond à ce que j'ai déjà dit, que le parti unique, c'est-à-dire le EPT uni, ne peut pas gagner une élection. C'est de ça qu'ils déduisent leur victoire, ce qui n'est pas possible. Ce qui n'est pas possible. On ne peut pas déduire sa victoire à une élection présidentielle par rapport à une défaillance de l'équipe au pouvoir qui ne peut pas gagner une élection justement. Je m'explique. C'est que il faudrait que la dynamique, Monseigneur Bojoro, qui a porté M. Agbéimo aux élections, puisse donner les preuves de la victoire de son équipe et non dire que l'opposition a toujours gagné l'élection présidentielle en se référant aux différents résultats obtenus par messieurs Jirkis Olympio, monsieur Bob Akitani, paix à son âme, et monsieur Jean-Pierre Fabre en 2010 et en 2015, pour déduire que automatiquement lui aussi aurait gagné. Non. Il faut un travail de fond pour prouver cette victoire, qu'on puisse montrer aux yeux de la communauté tant nationale que internationale, pour qu'on puisse juger un jour, ou bien pour que ce parti, ce regroupement de partis puisse avoir l'aval de cette communauté pour revendiquer une quelconque victoire. Ce qui n'a pas été le cas. Cela veut dire que la dynamique Monseigneur Bojoro n'a jamais montré un début de preuve de sa victoire. Donc moi, je me résume en disant que il n'y a pas eu de vainqueur. Bien que le grand vaincu, c'est le parti au pouvoir, il n'y a pas eu de vainqueur. Et cette élection a été organisée dans un cafouillage total, si bien que c'est sa reprise qui est plus importante que le fait de chercher à fuiner dans un quelconque cafouillage de résultats pour dire que tel ou tel a gagné. Il n'y a pas eu de gagnant pour ces élections. Le Togo est le principal perdant. Merci. Vous me demandez si l'opposition togolaise peut se surpasser pour s'organiser afin de remonter les défis qui sont les siens. Oui, ce que vous me demandez là, c'est bien normal parce que nous avons besoin d'une opposition unie pour pouvoir faire face à la dictature sexagénaire à laquelle nous sommes confrontés. Une opposition en rang dispersé ne peut pas venir à bout d'une dictature aussi féroce que ce que nous connaissons au Togo. Est-ce que l'opposition togolaise a la capacité de venir à bout
de cette dictature, surtout qu'elle connaît des clivages internes, la question ne vaut pas la peine d'être posée. C'est un devoir pour l'opposition togolaise de se surpasser, de vaincre ces divisions pour arriver à une action unitaire pour sauver ce peuple. Et moi, je dis que le peuple togolais a aussi son devoir d'imposer à l'opposition de s'entendre. Mais il faut faire attention. Je ne parle pas d'une entente, je ne parle pas dans le sens d'une action, d'une opposition unie qui a les mêmes objectifs, qui a les mêmes tendances, qui a les mêmes humeurs. Ce n'est pas ce que je dis. Je parle d'unicité d'action, c'est-à-dire que l'opposition peut choisir et doit choisir de faire des actes, poser des actes qui répondent aux provocations du parti au pouvoir. Et ces actions doivent être posées dans une unicité d'action de l'opposition et non individuellement. Cela veut dire que on ne peut pas regrouper des hommes, des partis politiques de plusieurs tendances dans un même panier. Ça, ce n'est pas possible. Mais on peut quand même s'entendre sur un minimum d'actions à mener sur le terrain politique, surtout en face d'une dictature qui est capable d'enlever des gens, qui est capable d'imposer n'importe quoi et à tout moment. Donc, une unicité d'action n'est pas toujours égale à une union de l'opposition. Pourquoi je dis ça? L'union de l'opposition est très difficile à faire, surtout que les oppositions au Togo ne sont pas nées de la même manière et n'ont pas les mêmes options. Puisque, vous me permettez de le dire, il y a des opposants qui sont créés de toutes pièces par le régime en place et qui ne peuvent pas donner libre cours aux actions que l'opposition réelle voudra mener. C'est quand on aura opté pour une unicité d'action qu'on verra qui est opposant réel et qui est du ressort d'une opposition inventée par le régime en place. Parce que quand on dira par exemple qu'aujourd'hui nous voulons nous opposer contre telle décision gouvernementale, telle action politique venant de RPT Uni, on verra bien les partis politiques qui auront souscrit pour cette volonté. Et on verra aussi ceux qui ne voudront pas déranger le parti au pouvoir. C'est en ce moment qu'on va comprendre le rôle réel que chaque opposant, que chaque parti politique qui se dit de l'opposition joue au sein de la grande famille qu'on appelle opposition togolaise. Et ça nous permettra d'identifier, d'étiqueter mieux les partis politiques qui sont réellement du côté du peuple et ceux qui sont partis à la mendicité de la République, c'est-à-dire du parti qui est au pouvoir, les partis qui sont partis, qui sont allés à la mendicité et qui cherchent du gain facile en se disant de l'opposition et qui trompent et qui créent du brouillard pour une opposition réelle. Donc c'est avec, je le répète encore, c'est avec une unicité d'action qu'on saura qui est qui et qui veut quoi. Mais se dire aujourd'hui que nous voulons avoir tous les partis politiques réunis au sein d'une opposition
quel que soit le nom qu'on va donner à cette opposition, ce sera aller vers l'échec parce qu'on ne pourra jamais mettre ensemble des crevettes, des crabes, des serpents, des criquets, des poissons, etc. Je crois que vous me comprenez. Cette question de candidature unique au sein de l'opposition ne me branle pas outre mesure, parce que je sais que c'est un autre piège pour l'opposition togolaise de chaque fois rentrer dans des discordes inutiles. Quand vous prenez les élections de 93, 98, 2003, 2005, 2010, 2015, 2020, comme vous l'avez dit, on n'avait pas besoin d'une candidature unique nécessairement pour faire problème au régime en place. Vous conviendrez avec moi qu'en 98, M. Jékis Olympie n'était pas allé comme candidat unique de l'opposition pour faire taire le régime de Gnassingbé Eyadema qu'il a battu en brèche. Ça, il faut le dire. L'USC avait battu KO ce régime. Ce n'était pas une question de candidature unique. Et ce ne sera pas une question de candidature unique. Ce qu'il faut aux Togolais, c'est un peu de sérieux pour reconnaître que celui qui a gagné ne l'a pas fait par rapport à la candidature unique, mais par rapport à l'adhésion populaire du peuple togolais. Les Togolais sont suffisamment intelligents pour savoir où se trouve leur intérêt. Et ils ont pris tout leur temps, toute leur vie, toute leur énergie, leur sang pour lutter pour l'avènement des deux tours par rapport aux élections législatives et présidentielles. Vous croyez qu'un peuple qui s'est battu pour avoir les deux tours va imposer une candidature unique? Non. Et pourquoi il y a alors ce combat pour les deux tours? C'est justement pour mettre à mal ceux qui pensent qu'il fallait avoir une candidature unique pour battre ce régime. Mais ce qui se passe, c'est que le régime est totalement véreux, bouché, bouclé, fermé à toute évolution, à toute ouverture démocratique. C'est ça, c'est sur ça que les gens se basent pour demander une candidature unique pour pouvoir venir à bout de ce régime. Et ceux qui défendent cet idéal n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort du tout. Je les supporte en partie. Seulement, c'est que les critères pour définir ce candidat unique, cet oiseau rare, ces critères n'ont aucune adhésion du peuple et ne peuvent pas être une solution pour ce que nous connaissons. Pour la simple raison que les critères sur lesquels on se base, les critères dont on se réclame pour avoir un candidat unique ne sont pas des critères sérieux. Ce n'est pas la couleur des yeux d'un homme, la couleur de sa peau ou bien la forme de sa tête qui peut définir la lutte qu'il peut faire par rapport à la libération du peuple. Au Togo, c'est qu'on dit tel peut faire ceci, tel peut faire cela, sans nous donner les raisons valables. Mais moi, je pense que si on pouvait tenir compte d'un critère réel, c'est-à-dire un opposant de terrain qui puisse rassembler les voix des Togolais, lui peut faire l'adhésion, lui peut faire l'unanimité. Ça veut dire que il faut tenir compte des élections
décentralisées, comme les législatives ou bien les locales, pour voir quelle est la principale formation politique qui est devant. Ce n'est pas pour rien que on a instauré dans certains pays africains le chef de file de l'opposition pour voir celui des opposants qui a plus l'adhésion totale et intégrale. Mais passer outre cela et faire autre chose, c'est pousser le peuple dans l'abîme. Et donc, je dis clairement que c'est bon, une candidature unique si on peut y arriver. Mais dans le schéma togolais, je préfère un regroupement de partis politiques qui s'entendent sur un nom sérieux que ce regroupement défend à l'occasion des élections, surtout présidentielles. Merci. Je suis un démocrate et je ne veux pas accepter qu'il existe dans mon pays des arrestations arbitraires. Et comme celle qui couvre aujourd'hui M. Jean-Paul Oumoulou, hier comme aujourd'hui, je ne peux pas accepter ces genres d'arrestation. Ça, ce n'est pas possible. J'aurais souhaité que les arrestations, s'il peut y avoir, qu'elles puissent se faire dans les formes de l'art, c'est-à-dire en respectant les lois de la justice. Et ces lois sont imposables à tout le monde. À tout le monde. Je n'ai pas encore des éléments convaincants sur d'ailleurs la preuve de son arrestation, mais il semble que c'est réel. Mais je ne sais pas pour quelle raison, pour quelle cause on l'a arrêté, mais la manière cavalière que je viens d'apprendre, la manière cavalière à laquelle on l'a arrêté, je pense que le Togo devrait dépasser ces choses-là. Aujourd'hui, c'est son cas. Ça peut être le cas d'un autre Togolais. Demain, comme il en a été hier pour d'autres. Et donc, ces arrestations ne sont pas normales. Ça, c'est la première chose que j'ai à dire. Deuxième chose, c'est que nous avons participé, nous qui nous réclamons de l'opposition, nous avons participé. Et pour une part entière, ceux qui se trouvent dans la diaspora ont participé effectivement à dénigrer l'opposition togolaise qui est sur le terrain. Et surtout des opposants de taille, justement autour desquels ils ont taillé des mesures pour les dénigrer, pour les insulter. Alors que ce n'est pas facile d'être opposant au Togo et de résider en tant que Togolais dans ce pays de toutes les merdes quand on est opposant et un opposant franc. Avoir la popularité, ce n'est pas facile, c'est un travail de longue haleine. Mais détruire un opposant et le réduire à néant, c'est simple. Il suffit de mentir sur son compte. Et quand le peuple est naïf, ça passe. Et c'est ce que les gens ont fait. Y compris, malheureusement, notre camarade Oumoulou, qui a toujours tendance à détruire l'opposition.
togolaise, qui ne reconnaît aucune valeur aux opposants togolais. Aujourd'hui, il est dans un cas dramatique que nous dénonçons avec toute notre vigueur. Nous n'allons pas profiter de cette occasion pour lui reprocher des choses que nous devons lui reprocher. Mais nous voulons quand même mettre en garde ceux qui sont en train de jouer à ce jeu malsain. Ils n'ont qu'à voir ce qui arrive aujourd'hui à M. Oumoulou pour cesser de dénigrer à longueur de journée des opposants, des chefs de partis politiques pour un rien du tout. Parce que on en aura besoin. On aura besoin de ces leaders d'opinion que le peuple a connus. Si vous les dénigrez, si vous préparez des coups montés contre eux, si vous leur enlevez leur capacité à mobiliser le peuple, aujourd'hui, vous en serez content, mais demain, vous en souffrirez. Vous en souffrirez. Quand vous serez dans la mesure, quand vous serez obligé d'avoir leur recette, d'avoir leur participation, leurs besoins pour sortir d'une quelconque épreuve que le pouvoir va vous soumettre. Et donc, moi, cet épisode de M. Oumoulou, je souhaiterais que ça se passe vite pour qu'on puisse comprendre que on a besoin des oppositions, on a besoin des hommes politiques de l'opposition togolaise pour limiter les dégâts que le régime aurait voulu commettre. Mais il y a aussi quelque chose que je voudrais dire. Comment se fait-il que beaucoup d'opposants rentrent au Togo et repartent sans être inquiétés et que lui, M. Oumoulou, soit arrêté dans des conditions qu'on décrit? Et moi, je ne veux pas revenir sur ces conditions-là, mais où l'a-t-on vu? Comment est-il revenu? Et comment il a été déniché piteusement? C'est des choses auxquelles il faut vraiment réfléchir avant d'accuser qui que ce soit. Parce que je ne veux pas rentrer dans certains détails, mais ce qui est important pour nous, c'est qu'il soit libéré tel qu'il a été arrêté dans des manières rocambolesques qui ne sont pas dignes d'un peuple épris de liberté, d'un gouvernement qui se dit respectueux des droits de l'homme. Voilà. Par rapport à cette question, ma conscience de chrétien ne me permet pas de dire ce qu'il ne faut pas dire et de m'abstenir de dire ce qu'il faut dire. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que il y a eu des diffamations dans la vie politique togolaise. Et je suis convaincu que ces diffamations n'existaient pas, du moins dans leur ampleur, bien avant. Non. Ça, il faut le dire. Et tout le monde convient avec moi que c'est des choses qui n'existaient pas dans la vie politique togolaise. Mais aujourd'hui, c'est monnaie courante, cette diffamation, ces mensonges, et qui sont colportés par des individus, aussi bien que des responsables
de partis politiques. C'est ça qui est dangereux. Je ne voudrais pas nommer des noms d'individus, de personnes responsables ou de partis politiques, mais il va falloir que je dise certaines choses pour édifier la nation tout entière. Et la première chose, c'est que il y a quand même des gens qui sont la cible de ces fausses informations, de ces diffamations. Au premier rang, c'est M. Jean-Pierre Fabre qui reçoit la totalité des coûts. La totalité des coûts issus de la diffamation. Et ça, personne ne dira que je suis en train de mentir. Il a reçu et reçoit encore et peut-être recevra des coûts par rapport à la diffamation. Quels sont ceux qui diffament? Je l'avais dit que je saurais les dire, mais je veux quand même me référer à certaines choses. Il y a eu une affaire de 30 millions qui serait le don du président ivoirien entre-temps. Et dont les Togolais se sont accaparés pour dire du n'importe quoi sur une personne. Je nomme M. Jean-Pierre Fabre. Cette affaire de 30 millions a emballé beaucoup de gens. Je ne dis pas qu'ils sont des acteurs de ça, mais il y a eu même des témoins de diffamation. Et je me rappelle que avec l'ANC, qui est le parti le mieux diffamé, il y a aussi le PNP qu'on a cité comme parti qui diffame parce que son secrétaire général d'antan, M. Sama, il y avait eu un deal entre lui, Madame et Madame Adjamagbo, un deal selon lequel le député Ouro Akpo, qui est de, je crois, de Sokoré, aurait, dans ce qu'ils disent, raconté des choses sur le PNP et sur son président, et on voudrait régler le compte à M. Jean-Pierre Fabre, d'où naît le mensonge des 30 millions. Même si les 30 millions existent, je ne pense pas que ça devait être porté sur le dos, sur la tête de M. Jean-Pierre Fabre. Et Mme Adjamagbo n'a jamais trouvé le temps de disculper son collaborateur direct qu'elle savait innocent par rapport à ces 30 millions. Si je raconte cette petite histoire, c'est pour dire que la diffamation existe aujourd'hui dans la politique togolaise. Et ça, parfois même ça s'érige en règle diffamatoire, ce qui n'est pas normal. Et le comble, c'est que ça a été relayé par Monseigneur Poudro au cours de l'élection présidentielle de 2020. C'est ça qui a créé la confusion totale au sein de l'opinion togolaise, parce que les Togolais prenaient M. Monseigneur Poudro comme un symbole de l'équité, un symbole de la moralité. Mais quand il a basculé dans la diffamation et dans le mensonge, les Togolais n'ont pas voulu croire. Moi-même, je n'ai pas voulu croire au départ, parce que ce n'est pas facile, ce n'est pas sérieux qu'un homme de ce rang puisse aller à la diffamation. Un homme qu'on a connu, toujours debout, qui combat la dictature au Togo, qui a combattu, qui a même présidé le présidium de la conférence nationale
togolaise et qui, sur un rapport de je ne sais qui, sous le coup de je ne sais quel pressentiment, a même allé jusqu'à traiter, je n'emprunte pas le mot, mais les mots sont de lui, de Judas, un opposant aussi sérieux, aussi imposant que M. Jean-Pierre Fabre. Je ne fais pas son apologie, mais je me mets à sa place pour dire que si j'étais lui, moi aussi, je ne pourrais pas encaisser cela parce qu'il est très mauvais et indécent de traiter un homme sur terre de Judas. Pogro n'est pas Dieu, n'est pas Jésus, mais il s'est substitué, il s'est pris au rang de Dieu et de Jésus pour traiter M. Jean-Pierre Fabre de Judas. Encore que, si ce qu'il dit était vrai, mais aujourd'hui, on constate que ça a été du faux. J'ai toujours dit, est-ce qu'il l'a fait consciencieusement ou bien il l'a fait sous l'effet des gens qui l'ont trompé, qui l'ont mis en mal par rapport à sa conscience. De toutes les façons, malgré son âge, il serait mieux que lui-même nous édifie par rapport à ce qui s'est passé. Aujourd'hui, le peuple togolais sait que ce qu'il a dit est faux sur toute la ligne. Même s'il se refuse de dire ce qui s'est passé, le peuple togolais sait que c'est faux, tout ce qu'il a dit. Mais il faudrait que lui-même répare, qu'il répare la faute qu'il a commise envers une honnête personnalité qui est M. Jean-Pierre Fabre. Puisque c'est lui seul qui a été indexé dans les propos de Monseigneur Pogro. Ceci étant, la diffamation prend aujourd'hui une forme très incontrôlable et incontrôlée, mais il va falloir que les gens se calment. M. Pogro serait très indiqué pour mettre fin à cela, mais comme il se refuse de le faire, il faut que les Togolais sachent d'où ils partent et où ils vont pour ne pas reprendre les mêmes erreurs de 2020. Je parle de février 2020. Ce sont des erreurs qui ont été commises et il faut que nous-mêmes, on rentre dans nos individualités pour voir qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qu'il faut réparer, qu'est-ce qu'il faut construire, qu'est-ce qu'il faut construire, qui il faut réhabiliter, etc. C'est de notre devoir. Merci. Pour cette dernière question, je voudrais quand même partir de la fin pour dire que le mobile, c'est une question de gratification des enseignants compte tenu des circonstances du coronavirus. L'État a prévu des gratifications particulières par rapport au flux, aux deux flux. Il y a des enseignants qui viennent le matin, qui reviennent encore l'après-midi pour pouvoir contenir le flux des élèves. Donc c'est l'État même qui a promis de les gratifier. Donc c'est ça le mobile de la grève. Il est vrai que nous, dans notre corporation, on ne fait pas partie de la FESEN. Nous
nous faisons partie de la FETREN qui n'organise pas ou bien qui n'a pas appelé à cette grève. Mais nous sommes de cœur avec nos collègues qui ont déclenché ce mouvement pour que l'État respecte ce qu'il a promis. Et moi je dis qu'un État qui a adopté à un conseil des ministres, l'État a adopté à un conseil des ministres ce que nous disons, c'est-à-dire les gratifications, et qui n'honore pas son engagement. Ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas un État sérieux. On aurait pu adopter ça au conseil des ministres et tout le monde allait se taire. Mais quand l'État l'a fait, et aujourd'hui, il y a un ministre qui dit que les grévistes sont en faute, en illégalité, et qui, j'ai appris tout à l'heure qu'il a mis en disposition plus de 1100 directeurs d'école parce qu'ils n'auraient pas transmis les noms des grévistes à leur hiérarchie. Et ce monsieur de ministre les met en disponibilité ou bien en disposition de leur hiérarchie. Je trouve que c'est très dangereux pour un pays. Comment un ministre peut s'arroger des droits pareils? Parce qu'il disait que ces directeurs n'ont pas fait un rapport pour lui dire clairement ceux qui ont respecté, parce qu'ils n'ont pas fourni la liste de ceux qui ont respecté cette grève. Ça, c'est dangereux pour un ministre. D'autant plus que nous sommes à peine à 72 heures de cette grève et on réclame une liste exhaustive et on punit déjà les gens par rapport à ça. Nous sommes dans quelle république? Si ce n'est pas celle bananière. Mais dans cette république bananière, je crois que le professeur Kokodoko en fait trop. Il en fait trop. Et pourquoi l'État se tait sur les dérives de ce ministre? Non, c'est trop. Il est allé trop vite en besogne. Il pouvait attendre encore pour voir. Parce que si une liste lui devait être fournie, il faut quand même tenir compte de ceux qui peut-être n'auraient pas voulu faire cette grève, mais qui ont été contraints par d'autres événements, d'autres aléas. Et ça, il faut qu'on y regarde de très près pour voir 1 millier de directeurs mis en disposition. Ça, c'est trop grave. Ceci étant, nous avons dit déjà que nous ne sommes pas partisans de cette grève parce que notre syndicat a d'autres préoccupations. D'autres préoccupations et pas des moindres. Donc notre syndicat n'a pas lancé une grève par rapport à ça. Mais nous sommes de cœur avec nos frères, nos collègues, nos camarades qui sont dans cette situation. Et nous demandons à l'État d'oublier cette question de l'égalité de la grève et autres pour se plancher sur le fait que un conseil de ministres aurait statué sur ça et de reconnaître que la promesse est une dette et il faut régler la dette. Pourquoi je dis ça? C'est que si aujourd'hui on débraye le terrain, alors que nous sommes dans les calculs de les moments d'une maladie aussi grave que le coronavirus, si cela revient aujourd'hui, si la maladie flèche, ça va encore aggraver cette situation. Donc, nous n'avons pas besoin de créer encore des problèmes supplémentaires aujourd'hui.
Nous demandons merci et beaucoup pardon. Nous demandons pardon au ministre Kokoroko de revoir sa copie envers les enseignants. Enseignant qu'il est. Oui, mon mot de fin, c'est à l'endroit d'abord de ceux qui m'ont permis de réaliser ce petit travail par rapport à ma population, par rapport au peuple togolais, d'édifier notre population qui est au rendez-vous des informations qui se passent dans le pays. Nous devons à chaque moment rendre compte au peuple togolais de ce qui se passe. Et si des gens vous ont offert des passerelles pour le faire, il faut les remercier. C'est pourquoi je remercie vivement, du fond de mon cœur, les directeurs de l'état-major de la vérité pour m'avoir offert cette occasion pour édifier mon peuple. Et je remercie beaucoup tous ceux qui ont perdu leur temps pour m'écouter. Et aussi, je dis merci, encore une fois, merci au peuple togolais qui est toujours debout et à qui je vais dire ce rêve que je voudrais partager avec lui. Aucun peuple n'est dominé à l'éternité. Ce n'est pas possible. Et aucun peuple ne peut laisser s'abuser à l'éternité. Quel que soit ce qui s'est passé, quelles que soient les trahisons, quels que soient les rendez-vous manqués et les manquements que le peuple a subis, je demande à ce peuple d'être debout pour l'alternance, parce que c'est chose imminente. Il faut que les Togolais soient debout pour l'alternance, parce qu'on aura, dans un bref délai, peut-être même sans y réfléchir. Je remercie tout le monde. Merci les administrateurs.